Dino Buzzati, l'arme secrète. La troisième grande guerre, que l'on avait tellement redoutée, eut la durée exacte prévue par les techniciens militaires. Moins de 24 heures. Mais le déroulement du conflit démentit toutes les prophéties. Entre autres, il laissa les choses exactement comme auparavant. Lorsque le conflit s'envenima à propos de la terre de Whipping, dans l'Antarctique, dont la possession était contestée par l'Amérique et la Russie, on put croire à un de ces innombrables prétextes marginaux de polémique. Mais la terre de Whipping, qui était une étendue à peu près inexplorée, des deux côtés d'une chaîne de pics, devait cacher quelques trésors mystérieux, connus seulement des grands services secrets. À l'improviste, peut-on dire, au milieu de l'étonnement des peuples, le duel de la guerre froide prit un aspect sinistre et inquiétant. D'un côté et de l'autre, on tint des discours d'autant plus menaçants qu'ils étaient imprécis, et on parlait avec une insistance vraiment ingénue d'armes nouvelles et secrètes, définies comme inconcevables, incroyables, fabuleuses, qui en quelques heures contraindraient l'ennemi à une reddition totale. Alors que l'écho de ces messages terrifiants résonnait encore dans l'esprit des gens, l'ultimatum de Moscou éclata comme un coup de tonnerre. Dans un délai de 48 heures, la terre de Whipping devait être évacuée par les avant-postes américains. L'ultimatum était si brutal et si précis qu'il n'était plus permis d'espérer. Washington, comme tout le monde s'y attendait, ne répondit pas. Et dans tous les États de la Confédération, l'ordre fut donné de déclencher les dispositifs de danger immédiat. Alors reparut la grande peur que, depuis tant d'années, les gens avaient oubliée, cette sensation de perte imminente de tout ce qui faisait la vie. Et les choses ennuyeuses et misérables de l'existence quotidienne, le fait de se réveiller le matin dans son lit, la première cigarette, le tram, la vitrine illuminée, le travail à l'usine ou au bureau, la flânerie, le caprice de l'enfant, le cinéma en 4e vision, les chaussures neuves, la loterie le samedi soir, devinrent soudain le symbole de la félicité humaine, bien qu'existant toujours, parce que l'on comprenait que bientôt on allait les perdre à jamais. Chacun, sur terre, pensa avidement à lui et aux siens dans l'espoir de trouver un échappatoire. Mais cela faisait trop longtemps qu'on prédisait et qu'on jurait qu'une nouvelle guerre était impossible justement parce que le monde entier en serait anéanti. Personne, en conséquence, ne s'était préoccupé sérieusement de se protéger et les prescriptions des autorités concernant la construction de refuges, les provisions de vivres, étaient même restées lettres mortes. Le désarroi des hommes abandonnés à eux-mêmes fut d'autant plus grand devant l'apocalypse menaçante. Par chance, si on peut parler de chance, l'angoisse de l'attente fut brève. Le délai de l'ultimatum russe n'était pas encore écoulé, et beaucoup se cramponnaient désespérément aux raisonnements les plus étranges et les plus faibles dans leur obstination à survivre, quand un communiqué radiophonique, répété sans interruption par toutes les stations, glaça les cœurs. L'état d'alerte général du 3e degré, le plus grave, était proclamé sur tout le territoire des États-Unis. L'URSS venait de lancer un nombre incalculable des missiles gonflés de ruines et d'hécatombes qui allaient tomber, au plus tard, dans les 2 heures à venir, sur la Confédération. En réalité, leur nombre n'était pas indéterminé, car les stations d'interception disséminées dans l'Arctique avaient, à des milliers de kilomètres, perçu l'approche des projectiles et enregistré l'intensité de leur afflux. La première vague, si l'on peut employer ce terme, ne comptait pas moins de 30 000 fusées intercontinentales. Immédiatement, au quartier général opérationnel, la manette fatidique fut abaissée et en conséquence des impulsions électriques se propagèrent à toutes les bases de lancement américaines, d'où jaillirent, avec d'énormes mugissements, des dizaines et des dizaines de milliers de missiles également porteurs, on peut le présumer, de ruines et d'hécatombes. Ils disparurent avec leur queue de flammes inquiétantes et lugubres dans les ténèbres profondes de la nuit. Pour celui qui savait, ce fut un mouvement d'une indicible grandeur. C'était l'orgueil de l'homme qui partait et se perdait dans les espaces, peut-être pour la dernière fois. Ces fusées déchaînées emportaient, semblait-il, toutes les illusions de la vie, petites et grandes, l'amour, les maisons tranquilles, les chères rencontres, les songes de richesse et de gloire, le charme de la famille, le printemps, la sagesse, la musique, les années qui passent tranquilles.
Mais on n'avait pas le temps d'y penser. Les regards couraient anxieux aux horloges. Bientôt, dans 1 minute peut-être, dans 1 seconde, il n'y aurait plus rien. Un hurlement sans fin s'éleva de la terre. Dans le ciel, très haut, brilla l'éclair d'une explosion, puis d'une deuxième, 300, 3000. Après chaque explosion, au reflet des flammes, on voyait descendre, comme autant de fils blancs d'araignées, des jets de vapeur qui s'entrecroisaient, formant une coupole démesurée en filigrane. Jusqu'au moment où la trame de ces fusées devint si épaisse qu'elle forma comme un baldaquin opaque qui cacha complètement les étoiles. Il y eut, chez les hommes, une sorte de trêve parce qu'ils s'étaient tous attendus aux fulgurances des déflagrations nucléaires, aux ondes de choc, à la combustion subite, à l'anéantissement immédiat. Mais ceci ne se produisit pas. Et puis on vit tomber lentement cette cape de brouillard blanc, qui n'était plus secouée par les déflagrations. Et personne ne savait ce que c'était. Et on se livrait aux suppositions les plus horribles concernant le moment où elle se trouverait au niveau du sol. Effectivement, la vapeur blanche se répandit sur la terre et un brouillard uniforme s'étendit partout, pénétrant à l'intérieur des maisons, dans les souterrains, dans les refuges, à travers les moindres interstices. Pétrifiés de terreur, les gens, enfermés dans les cachettes les plus invraisemblables, virent s'infiltrer la bave blanche du gaz qui ne connaissait pas d'obstacle. Certains commencèrent à tousser. D'autres, agenouillés, priaient. La mort était arrivée. Mais les quintes de tous cessèrent. Les gens se regardaient les uns les autres, en silence, incrédules de ne pas se sentir atteints. Rien, ni sensation de suffocation, ni brûlure, aucune perception douloureuse. Est-ce que les savants russes se seraient trompés dans leurs calculs? Est-ce que le gaz aurait perdu, chemin faisant, son pouvoir démoniaque? La vapeur blanche pénétra également dans le refuge super blindé de la Maison Blanche. Ils avaient tous mis leurs masques, mais ceux-ci n'arrêtèrent pas les effluves de gaz qui effleuraient les joues, comme une caresse. Tout d'un coup, le président des États-Unis, d'un geste viril, arracha son masque et secoua l'épaule du secrétaire d'État pour qu'il en fasse tout autant. Bien qu'avec répugnance, le secrétaire d'État obéit. Tous ceux qui y étaient présents l'imitèrent. Le refuge était désormais complètement empli de vapeur opaque. Pourtant, personne n'était encore mort. « Well, » dit le président des États-Unis, « ce que je ne réussis pas à comprendre, c'est pourquoi il nous a fallu autant de temps pour voir clair. »« Ah oui, c'est vraiment incroyable, » fit le secrétaire d'État. « La dictature du prolétariat, » lança péremptoirement le président, « mais il n'y a pas d'autre solution possible. Et c'est tellement évident. » Le secrétaire d'État se donna un grand coup de poing sur le front. Quelle bande d'imbéciles nous étions! Mais quel est ce bruit dehors? Demanda le président. C'est la foule, l'informa l'un de ses secrétaires. Il y a au moins 100 000 personnes qui acclament la révolution socialiste. Les chers garçons, dit le président, que Dieu les bénisse. Pardon, je disais Dieu, par habitude. À propos, a-t-on envoyé à Moscou la demande d'armistice? Mais certainement, certainement, bien sûr, le rassura-t-on. Et en Russie, c'était à peu près la même chose, avec un écart de 3/4 d'heure environ. L'inquiétude, l'angoisse, le sens de la fatalité, l'attente de la mort. Ils étaient des hommes eux aussi, faits de chair et de sang, ni plus ni moins que les Américains. Et voilà que dans le ciel, des explosions analogues, des jets de vapeur blanche, des nuages lourds de brouillard, un orgasme collectif, l'incrédulité en se sentant encore vivant. Dans le refuge du Kremlin, le secrétaire général du parti, le chef tout-puissant, arracha son masque saturé de gaz. Il donna une bourrade au président du conseil qui était assis là, près de lui. « Da, dit-il, l'heure est venue. Seulement, il y a une chose que je ne réussis pas à comprendre. C'est comment avons-nous pu supporter jusqu'à aujourd'hui cette idiotie de communisme? À propos, et il se tourna vers le ministre des Affaires étrangères qui avait encore son masque, j'espère que la demande d'armistice à ces sympathiques américains est déjà partie. Bien sûr, camarade secrétaire du parti. Camarade, mon œil, appelle-moi monsieur. Et c'est ainsi que l'arme secrète échoua.
Les savants, chacun de leur côté et à l'insu des autres, à force d'étudier et de faire des expériences, avaient trouvé le moyen de gagner la guerre sans coup férir, en moins d'une heure. Le gaz persuasif, comme ils l'avaient appelé, chargé d'idéologie, irrésistible pour l'esprit humain. Rien d'atomique, pas de destruction, pas de carnage. Seulement une substance éthérée qui prenait possession instantanément des cerveaux. Le fluide soviétique inoculait le marxisme dans les têtes américaines. L'américain insufflait la démocratie dans les têtes soviétiques. Et tout avait fonctionné à la perfection. De façon foudroyante, l'entière population des États-Unis, sauf dans de petits îlots négligeables où le gaz n'était pas parvenu, fut convertie au communisme. L'entière population de l'Union des républiques socialistes soviétiques fut convertie à la liberté capitaliste. Naturellement, les deux pays exultèrent à l'arrivée de la demande d'armistice. Ils crurent à leur complète victoire. Mais aux premières tractations, les parlementaires restèrent de glace. Et, les rôles étant inversés, la guerre froide recommença. Fin